Bonjour, pour l'histoire, l'année 2004 est l'année Napoléon par excellence. Nous fêtons en effet cette année non seulement le bicentenaire du Code civil, le fameux Code Napoléon, le bicentenaire de la remise de la Légion d'honneur au camp de Boulogne dans le vallon de Terlington et enfin et surtout le sacre de Napoléon Bonaparte. Un sacre à une charge inédite dans l'histoire de France puisqu'il s'agit de celle d'empereur, le dernier empereur ayant été Charlemagne à une époque donc où on ne parlait guère de nation France. Alors comment le lieutenant d'artillerie de 1785 a réussi cette ascension? Quel rôle la Révolution française a-t-elle joué dans ce succès? Que se passa-t-il ce fameux 2 décembre 1804? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Jean Tullard. Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Faut-il encore vous présenter? Vous êtes le spécialiste incontesté du Premier Empire. Vous êtes professeur à la Sorbonne, président de l'Institut Napoléon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section naturellement Histoire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question. Je me contenterai de citer votre biographie qui a été régulièrement rééditée aux éditions Fayard, ainsi que vos 2 dictionnaires que vous avez dirigés, le dictionnaire du Premier Empire et le dictionnaire du Second Empire, aux mêmes éditions Fayard. Alors, monsieur Tullard, l'année 1804 est-elle si particulière? Oui, parce qu'elle marque la fin d'une évolution. Tout le monde savait, dès 1789, que la Révolution se terminerait sur un coup d'État militaire. On le sait dès 1789, puisque Broglie, dès le 14 juillet, pense, ce vieux maréchal, qu'il va être l'homme qui mettra fin à la Révolution. L'année suivante, c'est Bouillé. Ensuite, ce sera Lafayette, puis Dumouriez, puis, sous le Directoire, Pichegru. Bref, on sait que la Révolution ne peut être terminée que par un général, et c'est Robespierre lui-même qui le dit en avril 1792, lorsque l'Assemblée législative lance imprudemment la guerre, déclare la guerre à l'Autriche. Il dit que bientôt va apparaître à la faveur de cette guerre un messie botté qui mettra fin à la Révolution. Le problème, ce que les gens ne savent pas, c'est comment cela se terminera. On voit plutôt ce messie botté, ce général, restaurant la monarchie, un peu comme le général Monck avait restauré Charles II, car on avait toujours présent à l'esprit, et d'ailleurs dès Turgot qui le dit à Louis XVI, sire, c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le billot, on avait constamment à l'esprit l'exemple anglais. Ce que l'on n'a pas prévu, c'est que finalement, et c'est ça le génie de Napoléon, ce général se ferait empereur. Et donc, 1804 est le sommet d'une évolution. La fin, d'ailleurs, de la Révolution française. Michelet l'a arrêté à la chute de Robespierre. Non, ça s'arrête en 1804. Mordons jusqu'à 1805, jusqu'à la disparition du calendrier révolutionnaire et la disparition sur les monnaies de la mention République française. Donc, tout s'achève avec le sacre. C'est un général, mais c'est un général qui ne rétablit pas Louis XVIII. Alors, avant d'en venir au sacre à proprement parler, nous allons peut-être, pour camper le décor, revenir un peu en arrière, montrer ce qu'est la France, disons, entre 1799 et 1804. Donc, en 1799, c'est le coup d'État, le 18 Brumaire. Oui, c'est un coup d'État comme les autres, il y en a eu plusieurs avant. C'est un coup d'État qui était monté par Sieyès pour donner à la France cette constitution qu'il avait en poche depuis 1789 et qui n'arrivait jamais à imposer aux Français. Il a monté un coup d'État parlementaire où Bonaparte doit simplement intimider les membres des conseils. 2 commissions se réuniront ensuite, et devant ces commissions, Sieyès paraîtra et donnera à la France sa constitution qui sera entérinée par ces 2 commissions. C'est donc purement parlementaire. Bonaparte n'a que le rôle d'intimidation, mais Bonaparte est très mauvais avec les parlementaires et
lorsqu'il paraît le 18 Brumaire, ça marche très bien, mais lorsqu'il paraît le 19 Brumaire au Conseil, d'abord des Anciens, qui est acquis à Sieyès, il est incapable d'expliquer d'abord ce qu'il fait à Saint-Cloud, puisqu'on n'est plus à Paris, on est à Saint-Cloud. Il est incapable d'expliquer pourquoi les parlementaires sont réunis à Saint-Cloud. Bref, il s'en mêle, il embrouille tout, au point que, les parlementaires oublient de voter la formation des deux commissions. Il ressort de là et il se rend, ayant conscience qu'il a été franchement nul, et d'ailleurs Bourrienne lui souligne, il sort du Conseil des Anciens pour se rendre au Conseil des 500. Là, la majorité est à tendance néo-jacobine, et donc aux 500, il faut s'attendre à de la résistance. Il entre au Conseil des 500 sans s'être fait annoncé, sans avoir l'autorisation du président. Et pourquoi il ne pense pas à demander l'autorisation du président? Parce que le président, là, c'est son frère, Lucien, que la conspiration a mis à la tête du Conseil des 500. Donc, il entre avec son armée, son état-major armé, il entre dans l'enceinte parlementaire. D'où hurlement déjà de ces néo-jacobins qui, il a violé la loi, se propose de le mettre hors la loi. C'est une confusion complète. Et il doit ressortir dans un état d'énervement, et il n'y a plus d'autre solution avant que l'on ne mette Sieyès, Talleyrand et Bonaparte et Fouché et d'autres, enfin Fouché est plus malin et moins compromis, qu'on les mette hors la loi, il n'y a plus qu'une solution, c'est faire donner les forces militaires qui sont à Saint-Cloud et qui n'étaient là uniquement que, soi-disant, pour protéger les conseils. Le coup d'État parlementaire devient, par la médiocrité et l'impéritie de Bonaparte, un coup d'État militaire, puisque c'est l'armée qui a chassé en quelque sorte les parlementaires. Alors on va les rechercher ensuite pour créer des commissions, mais il y a eu l'intervention des baïonnettes. Incontestablement, le coup d'État du 18 Brumaire est un coup d'État militaire. Donc, ce n'est plus Sieyès qui est le vainqueur du coup d'État, c'est Bonaparte. C'est donc Bonaparte qui dicte lui-même précisément sa constitution, et c'est bien, comme tout le monde l'avait prévu, un général qui termine la Révolution, et non pas l'ex-abbé Sieyès, comme il l'avait imaginé. S'impose l'idée d'une dictature de salut public. Oui. Alors, le régime qui va se mettre en place se trouve confronté aux pires difficultés, car rien n'est résolu. L'héritage, il n'est pas bon. Si l'on avait fait l'audit, comme on en fait aujourd'hui à chaque changement de gouvernement, c'était vraiment pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a la guerre, qui se présente pas très bien. L'Europe s'est à nouveau coalisée, et même s'il y a eu quelques succès à Bergen ou à Zurich, l'Europe reste coalisée contre la France. Il n'y a plus un sou dans les caisses de l'État. Vous me direz qu'à chaque changement de régime, aujourd'hui encore, c'est la même chose, il n'y a jamais un sou dans les caisses de l'État. Mais là, on n'a pas encore trop l'habitude. Enfin, si, il y a eu le déficit chronique de la monarchie, mais enfin, ça crée un certain malaise. Il y a un brigandage qui a pris une importance considérable, et surtout, il y a deux camps qui s'opposent aux vainqueurs de Brumaire. Ce sont d'une part les royalistes. Ils ne s'opposent pas tout de suite. Selon le scénario prévu, maintenant, Bonaparte doit restaurer Louis XVIII. Si on s'en tient au schéma depuis 1789, c'est un général, comme le général Monk, qui remettra Charles II sur le trône. Donc, au tout début, les royalistes ne s'imposent pas, mais ils ne sont pas du complot. Et de l'autre côté, il y a les Jacobins, qui ont été les victimes. Les néo-jacobins, comme on les appelle, qui ont été les victimes du coup d'État, puisque désormais la République est confisquée par un militaire. Donc, vous voyez une double opposition, une opposition royaliste qui plonge ses racines dans l'ouest de la France, dans le Midi, qui, à l'appui des prêtres réfractaires, car en plus vous avez une situation religieuse dramatique, avec deux
clergé qui s'opposent, les réfractaires et les constitutionnels, et d'autre part une opposition jacobine dont les racines plongent dans les faubourgs de Paris, alors que nous sommes dans une situation de chômage, de dépression économique, de phase B, comme diront les économistes. Bref, on ne peut pas rêver pire. La population a besoin d'un sauveur. Alors, effectivement, pour faire face à cette situation, ce n'est pas la population qui a besoin d'un sauveur. Ce sont, et c'est là où tout va se jouer, ce sont ceux qui ont gagné à la Révolution. Il y a de nouveaux riches, il y a une nouvelle bourgeoisie, une bourgeoisie urbaine, mais aussi une bourgeoisie rurale, dont le symbole serait le père Grandet, le héros de Balzac. Paradoxalement, il y a un besoin de conservation, finalement. Et oui, donc, qu'à partir du moment où vous êtes révolutionnaire... Ce qui montre que la Révolution est bel et bien terminée. Elle est terminée à partir du moment où vous avez créé une classe de possédants. Vous êtes révolutionnaire quand vous avez faim, vous êtes révolutionnaire quand vous n'avez rien. À partir du moment où vous êtes bien nourri, bien gavé, et que vous avez un bel appartement, que vous avez de la fortune, bon, vous n'allez pas devenir révolutionnaire, ce serait de la folie. Ou alors c'est parce que vous avez d'autres ambitions que quelquefois on voit des gens riches mettre leur fortune au service de la Révolution parce qu'ils veulent plus encore. Mais là, on considère que la Révolution est terminée, la noblesse a été détruite, le clergé, il y avait un aspect anti-religieux dans la Révolution, a été anéanti, et la bourgeoisie est devenue la première classe, le premier ordre, mais maintenant on va employer le mot de classe puisque les ordres ont été abolis. Bref, vous avez une situation, pour ces profiteurs de la Révolution, une situation qui fait que maintenant il faut arrêter, ça suffit. Alors Napoléon à Sainte-Hélène dira « Mon règne commença réellement dès ce jour-là ». Alors il entreprend tout un travail de reconstruction, de redressement, un travail de centralisation, de réorganisation financière. Tout de suite, tout se joue sur 2 ans, entre 1800 et 1802, qui sont... si vous m'avez lu, si vous m'avez déjà entendu, vous n'avez probablement pas eu le sentiment que j'étais une sorte d'hagiographe de Napoléon. J'ai toujours critiqué, j'ai toujours pris mes distances avec ce personnage, donc il n'y a aucune émotion particulière, aucune fascination ni rien, mais il faut dire que la période qui va de 1800 à 1802 est une des plus extraordinaires de notre histoire. Car tout, je vous ai dépeint des caisses vides, la décentralisation arrivant à laisser toutes les administrations régionales indépendantes, le brigandage dans les campagnes, donc l'insécurité, un clergé divisé avec quelquefois dans une paroisse 2 curés qui se disputent l'église, tout ça, en 2 ans, va être apaisé, tout va être remis en place en 1802. Songez, mais vraiment, si vous allez réagir, parce que mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais c'est impensable. Le budget de la France est en équilibre. Il ne l'avait jamais été au temps de la monarchie pour la raison simple qu'il n'y avait pas de budget, donc on ne pouvait pas savoir. Avant la publication du budget de Necker, on ne savait pas, mais après Bonaparte, après 1802, le budget ne sera plus jamais en équilibre. Je n'ose pas parler du budget de cette année 2003, qui a un déficit faramineux. Mais songez que là, les recettes équilibrent les dépenses. Alors, il n'y a pas que l'aspect financier pendant ces 2 fameuses années. Il y a une pacification politique, une pacification religieuse, et surtout, il y a la fin de l'affrontement avec l'Angleterre. Oui, alors on fait la paix partout. Bonaparte, qui va apparaître comme le génie de la guerre, entre 1800 et 1802, c'est l'homme de la paix. Il pacifie religieusement la France par le Concordat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de clergé antagonistes, les réfractaires qui avaient refusé la constitution civile du clergé et les constitutionnels qui l'avaient accepté, qui avaient joué le jeu de la Révolution. L'accord avec le pape permet de reprendre la situation religieuse en main. Le Concordat rétablit la paix religieuse en faisant du clergé, ce qui est admirable, un clergé de fonctionnaires. Donc on ne risque plus d'avoir d'ennuis puisque curés et évêques sont désormais nommés, ils sont désormais nommés par le gouvernement,
Oui, c'est pour ça que je marquais un temps, il y a une investiture spirituelle du pape. Bon, investiture spirituelle, bon, on va voir plus tard, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. On a pacifié politiquement la Vendée et on n'a pas, malheureusement, malheureusement, je t'en pour les royalistes, rétabli le roi, mais les tentatives de complot aux royalistes, notamment l'explosion de la machine infernale le 24 décembre 1800, ont échoué et les réseaux royalistes dans Paris ont été brisés. De même, dans le cas des Jacobins, il y a eu quelques petites conspirations sans grand danger. Les Jacobins sont brisés pratiquement depuis le 9 Thermidor, et puis les insurrections manquées de Germinal et de Prairial. Bref, on tient les faubourgs superbement, d'autant que le prix du pain, après une alerte en 1802, le prix du pain est parfaitement tenu. L'ouvrier a un pain à bon marché et il n'y a plus de chômage, l'industrie reprend. Enfin, on met fin à la guerre avec d'abord l'Autriche qui est vaincue militairement, puis ensuite c'est la paix d'Amiens qui met fin à la guerre sur le continent. Songez que cette guerre avait commencé en 1792 sans interruption, pas avec l'Angleterre depuis seulement 1793, mais la guerre sévissait depuis 1792. Donc après 10 ans de guerre, le continent européen, en y incluant l'Angleterre, se retrouve en paix. Ceci en 2 ans. C'est quand même extraordinaire si vous songez qu'en même temps, toute une série d'institutions se sont mises en place. Le Conseil d'État, les préfets à la tête des départements qui vont mettre en place ce qu'on va appeler la centralisation napoléonienne. Centralisation qui est tout à fait indispensable dans une France qui était encore, la France d'avant 1789, une France de province. Donc l'action de Bonaparte est une action exceptionnelle. Il n'y aura pas d'autre exemple. En 2 ans, la France est redressée. Pourquoi Bonaparte a-t-il réussi et pourquoi notre gouvernement actuel n'arrive pas, il a eu 2 ans presque, n'arrive pas à redresser une situation alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. Tous les éléments sont réunis et effectivement les intentions de nos hommes politiques sont très claires et vont, comme on dit, dans le bon sens. Pourquoi est-ce que Bonaparte réussit là où les gouvernements plus tard ne réussiront pas? À cause d'une chose fort simple, d'un événement qu'on n'a pas célébré en 1789 par inculture, lorsqu'on a fait le bicentenaire de la Révolution, en 1989, on n'a pas célébré cet événement, c'est la nuit du 4 août. Que s'est-il passé la nuit du 4 août? Dans la nuit du 4 août ont été abolis les privilèges. Les privilèges des individus, les nobles et le clergé. Les privilèges des provinces et des villes. Les privilèges des corporations. Tout a été aboli, tout a été mis à plat et vous avez des Français égaux. À partir du moment où vous n'avez plus de privilèges, la dictature peut se mettre en place. Car contrairement à ce que l'on pense, le privilège, c'est la défense de la liberté. C'est que le roi, monarque absolu, il se heurtait là, dans cette ville, il ne pouvait pas entrer que sur un cheval blanc, parce que c'était un privilège de la ville, il fallait qu'il soit monté sur un cheval blanc. Il ne pouvait pas faire pendre un noble, parce que le privilège du noble était d'avoir la tête tranchée. Bref, tout ce qui semble aujourd'hui contraire à l'égalité était en réalité un moyen de paralyser l'action de l'État. Et si, aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire en France, c'est parce que vous avez une France hérissée de privilèges. Alors, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est tout ce travail, je pense que ces préliminaires sont très importants car ils montrent finalement le succès de Bonaparte, le succès politique. Que pense précisément Bonaparte à cette époque? Pense-t-il à l'Empire déjà en 1802? A-t-il un dessein particulier? Veut-il aller plus loin? Se dit-il, je ne veux pas être un monk, je veux aller au-delà?
Alors, c'est extrêmement difficile à saisir la mentalité de Bonaparte. Bonaparte, effectivement, pense de plus en plus au pouvoir personnel. Il élimine progressivement ses adversaires et donc il entend avoir un pouvoir absolu sans partage. Pour la raison fort simple, c'est un général en chef. Un général en chef aime commander. Donc c'est l'idée du commandement qui l'anime, on ne partage pas le commandement. Progressivement, il s'aperçoit que son pouvoir reste quand même limité. Je vous rappelle qu'il est consul pour 10 ans. Donc à un moment donné, il devra céder la place. Donc, ce qu'il va souhaiter, c'est pérenniser ce pouvoir. Il va donc, à la fin de ces 2 années exceptionnelles, demander un témoignage de la reconnaissance nationale, c'est-à-dire qu'il y ait un témoignage sous la forme d'un pouvoir à vie. Seulement... C'est lui qui prend l'initiative ou... Non, mais il la suggère. Et seulement lorsque ce qu'on cherche, c'est un témoignage de reconnaissance nationale. Et donc, on saisit le Sénat. Pourquoi le Sénat? Parce que le Sénat, dans la Constitution, est le gardien de la Constitution. On ne peut pas modifier la Constitution, on ne peut pas faire voter une loi sans qu'il y ait approbation du Sénat pour savoir si elle est constitutionnelle, etc. C'est pour ça que quand on vous parle aujourd'hui encore avec trémolo dans la voix de mépris, Sénat conservateur, ce n'est pas qu'il est conservateur réactionnaire, c'est que le Sénat était à l'époque conservateur de la Constitution. C'est pour ça qu'il s'appelle Sénat conservateur. Donc, il faut que ça soit le Sénat qui détermine ce témoignage de reconnaissance nationale. Et au Sénat, Fouché, qui est un jacobin, malgré tout, même s'il s'est rallié au coup d'État, et qui n'est plus d'ailleurs ministre de la police, il a été disgracié, se venge, et le Sénat dit oui, c'est vrai, il faut donner un témoignage de reconnaissance à ce grand homme qui vient de faire des miracles. Eh bien, il était consul pour 10 ans, nous allons lui donner 10 années de plus. Vous voyez, c'est un peu comme si on renouvelle quand on renouvelle aujourd'hui le mandat du président de la République, 7 ans ou 5 ans, etc. Mais on anticipe. C'est peu de choses. C'est pas du tout ce qu'attendait Bonaparte. Et c'est Cambacérès qui sauve la situation en déclarant, mais le Sénat peut faire tout ce qu'il veut, mais il faut quand même la souveraineté de la nation, l'approbation de la nation par un référendum. Il faut donc, de toute façon, le Sénat a dit qu'il fallait ce témoignage de reconnaissance nationale, mais il faut consulter le peuple. On va donc consulter le peuple par un référendum en lui posant la question, Bonaparte sera-t-il consul à vie? C'est-à-dire que ce n'était pas du tout dans ce qu'avait dit le Sénat. Et donc on force la main du Sénat et il y a un référendum, car on gouverne par référendum, et non un plébiscite. Et parce que c'est un homme c'est à propos du pouvoir d'un homme, mais il n'en reste pas moins que c'est un référendum qui se transforme précisément en plébiscite, puisque Bonaparte va être plébiscité et qu'il devient donc consul à vie. Mais, consul à vie, c'est bien. Vous savez, quelqu'un se dit, chouette, je suis conseiller d'État à vie, je suis professeur à la Sorbonne à vie, je ne sais trop quoi à vie. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut l'hérédité. Il faut pouvoir passer ce pouvoir à son enfant, à son héritier. C'est ça le propre de la monarchie. Or, Bonaparte va maintenant, étant consul à vie, vouloir être héréditaire, consul héréditaire. Et en même temps, on assiste, après 1802, c'est pour ça qu'au fond, beaucoup de gens de l'époque diront ça a été bien Bonaparte, Chateaubriand le premier, ça a été bien les 2 premières années, et puis ensuite,
effectivement, on rétablit progressivement, sans en avoir l'air, les formes de la monarchie. On rétablit l'étiquette, on revoit réapparaître les livrets, Joséphine a le pas sur les 2 autres consuls. Surtout, on parle de Napoléon et non plus de Bonaparte. On parle, et puis, je suis que ça, mais on rétablit, on crée la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est la première aristocratie, même si elle est ouverte à tout le monde, mais on crée. Car la Légion d'honneur, telle que vous la concevez aujourd'hui, c'est une décoration. Dans la réalité, au départ, la Légion d'honneur, c'est une légion, avec des commandants, des officiers, des chevaliers. C'est un corps. D'ailleurs, le mot légion, pensez à Rome, les légions qui s'avancent. Donc, au départ, la Légion d'honneur, la décoration n'est qu'un simple moyen de distinguer le légionnaire de l'autre, mais c'est pas la Légion d'honneur qui est importante, c'est le corps qui est ainsi constitué. Et on s'achemine progressivement vers une monarchie, mais il est évident que cette monarchie, il faut l'amener progressivement. Alors, monsieur Tullard, nous sommes en 1803, c'est la rupture de la paix d'Amiens, et on peut dire finalement le tournant et une première marche qui nous amène vers le sacre. Oui, c'est la rupture de la paix d'Amiens parce que des 2 côtés, il y a un impérialisme, et un impérialisme essentiellement colonial. D'un côté, Napoléon, qui n'est encore que Bonaparte, s'est lancé dans une politique ambitieuse, envoyant une mission notamment en Égypte, ce qui montre qu'il a l'intention de remettre la main sur l'Égypte. Il récupère la Martinique. Il s'est lancé dans une politique aussi ambitieuse à Saint-Domingue, avec la révolte de Saint-Domingue. De l'autre côté, les Anglais se refusent à évacuer Malte. Vous voyez donc 2 puissances coloniales qui ne peuvent pas s'entendre, parce que elles ont chacune des intérêts coloniaux, et il va y avoir cet affrontement qui ne s'achèvera qu'en 1815 sur le champ de bataille de Waterloo. Une guerre franco-anglaise qui va, je le rappelle, embraser l'ensemble du monde, qui va se dérouler aussi bien dans l'océan Indien qu'au Cap, qu'à Java. Donc, peut-on parler de continuité finalement entre les guerres de la monarchie qui avait une nature également coloniale, et ces guerres qui sont dans la tradition révolutionnaire? Oui, et qui continueront avec Fachoda. La rivalité des 2 puissances européennes, la France et l'Angleterre, c'est une rivalité coloniale et qui, dans les champs de bataille, sont partout dans le monde, y compris aux États-Unis. La guerre d'indépendance des États-Unis et le soutien français aux États-Unis contre l'Angleterre, voilà bien un exemple précisément de cette volonté de prendre la revanche du Canada perdu, etc. Donc la guerre reprend. La guerre reprend et par conséquent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la rupture de la guerre renforce l'autorité de Bonaparte, parce que les autres généraux qui auraient pu rivaliser avec Bonaparte ont disparu depuis longtemps, comme Dumouriez, Lafayette, Pichegru et compagnie, et ceux qui sont là ne sont pas de taille, ni Bernadotte, ni Moreau, malgré le prestige de Moreau, ne peuvent véritablement prétendre au génie militaire de Bonaparte. Moreau, c'est peut-être le seul, celui qui est au-dessus de tous les autres. C'est le meilleur. Nous allons le retrouver effectivement. Il a une bonne réputation, mais c'est un faible. C'est quelqu'un à qui on avait proposé de faire le coup d'État de Brumaire, qui n'a pas voulu le faire. Bernadotte aussi, ils n'ont pas osé le faire. Ils n'ont pas l'audace de Bonaparte. Ils n'ont pas son envergure. Et par conséquent, la guerre reprenant, cela consolide l'autorité de Bonaparte. C'est pas Cambacérès qui va prendre la tête des opérations. C'est encore moins Lebrun. Ils sont vieux, fatigués. Cambacérès, hormis d'excellents déjeuners, ne va absolument pas ambitionner quoi que ce soit. La guerre reprend et en même temps que la guerre, reprennent les conspirations royalistes contre Bonaparte. Soutenues par l'Angleterre.
soutenu par l'Angleterre, qui est le sanctuaire. Vous savez, dans les guerres révolutionnaires de notre XXe siècle, il y avait toujours un sanctuaire. La Chine lors de la guerre du Vietnam, la Tunisie et le Maroc lors de la guerre d'Algérie, le Pakistan lors de l'affaire d'Afghanistan. Vous avez toujours un sanctuaire. L'Angleterre jouait. Elle l'a mal joué, car si elle avait vraiment joué le rôle de sanctuaire qu'ont joué la Chine, le Pakistan ou la Tunisie et le Maroc, à ce moment-là, la guerre de Vendée aurait réussi. Mais elle est néanmoins le sanctuaire où peuvent se réfugier les agents royalistes. La rupture entre Bonaparte et Pitt et la couronne anglaise fait que maintenant les complots vont reprendre, on va relâcher les conspirateurs. Au bon moment, puisque nous l'avons dit, Fouché a été disgracié en 1802. Fouché prenait une importance trop grande. Fouché est le ministre de la police générale. On s'en est débarrassé de façon très curieuse. Comme on n'osait pas le prier de s'en aller, on a dit, maintenant qu'il y a la paix d'Amiens, que donc la guerre est terminée, donc il n'y aura plus de complot, donc on va supprimer le ministère de la police générale. Donc il n'y a plus de ministère de la police générale, ce pauvre Fouché se trouve donc sans ministère, et on l'installe au Sénat. On supprime le ministère de la police générale et on rattache la police au ministère de la justice, au grand juge. Folie complète. Jamais ne mettre la police sous l'autorité de la justice. Vous savez, c'est comme mettre dans un sac un chat et un chien. Juges et policiers se détestent. Aujourd'hui encore, vous en trouveriez de multiples exemples. Bref, la police rattachée au grand juge, au ministre de la Justice, ne fonctionne plus. Et les agents chouans, les agents contre-révolutionnaires pénètrent facilement à Paris. Jusqu'au moment où, en octobre 1803, par un contrôle de routine, vous savez, c'est toujours comme ça que démarrent les affaires. Un contrôle d'identité, on arrête de chouans, et puis on les oublie. Puis tout à coup, on dit, oui, tiens, il y a ces chouans, il faudrait les juger. On les juge, on les condamne à mort, puisqu'ils sont immigrés, et donc et on les condamne à mort, mais au moment d'être exécutés, l'un d'eux demande à faire des aveux. Et il révèle que Cadoudal, le grand chef chouan, est à Paris pour tuer le premier consul. Et d'arrestation en arrestation, on découvre que c'est une immense conspiration qui s'est tissée, puisque cette conspiration englobe Pichegru, le général qui avait été fructidorisé sous le Directoire, qui est revenu à Paris, un général énergique, dont on aurait pu croire à un moment donné que c'est lui qui aurait joué le rôle qu'a joué Bonaparte. Et puis, il y a dans cette conjuration Moreau. Et on attend un prince qui doit venir à Paris quand le complot aura réussi et qui proclamera Louis XVIII. Donc c'est une conjuration très structurée. On s'aperçoit que si ça avait été au temps de Fouché, si Fouché était resté ministre de la police, ça ne serait jamais produit, mais le grand juge est un incapable. Donc, il y a un moment donné assez dramatique qui vous montre que le pouvoir de Bonaparte n'est pas encore tout à fait établi, c'est lorsque Bonaparte fait arrêter Moreau, son rival. Et immédiatement, il y a une réaction de l'opinion en faveur de Moreau. On prétend que Bonaparte veut éliminer son rival en gloire, Moreau, et qu'il n'y a pas de véritable complot. Parce que Moreau a un passé révolutionnaire. Un passé révolutionnaire, et ça a été le vainqueur de Hohenlinden sous le consulat. Bref, c'est un général prestigieux, et c'est simplement la police reprise en main par Réal, mais qui n'est pas ministre de la police. Réal lance les limiers de la préfecture de police, qui sentent enfin plus sous l'autorité du grand juge, et ce sont ces limiers qui vont arrêter Pichegru. Donc, Pichegru à Paris, ça montre bien qu'il y a un complot. Puis qu'ils vont arrêter Cadoudal. Donc, ça montre bien qu'il y a complot. Et on a maintenant sous les verrous Moreau, Pichegru, Cadoudal, reste le prince. Quel est ce prince qui devait venir? Alors, on cherche et on pense, parce que je n'entrerai pas dans le détail du raisonnement, on finit par penser que c'est le duc d'Enghien
qui est sur le territoire de Bade, un territoire voisin. Finalement, est-ce qu'on ne cherche pas absolument un prince ou... Alors, on peut aussi penser que l'on va chercher un prince, mais il ne faut pas prendre n'importe quel prince. L'avantage du duc d'Enghien, c'est que c'est un Condé. C'est un cousin proche de Louis XVIII. Et donc, c'est un prince dont on peut penser qu'il ne conspirait pas, dont on aime certains qu'il ne conspire pas, et qui, je vous rappelle, est sur un territoire étranger, puisqu'il est sur le territoire de Bade. On va le faire enlever. On envoie 200 hommes. Oui, on le va enlever. Alors, après un conseil qui a réuni Cambacérès et Lebrun, Fouché, tiens, leur voilà, et Talleyrand. Et Fouché et Talleyrand vont pousser indiscutablement à l'arrestation du duc d'Enghien. On enlève le duc d'Enghien sur le territoire de Bade et on va le traduire devant une commission militaire dans la nuit du 20 au 21 mars. Il est émigré, il a servi dans l'armée de Condé les armes à la main, la peine est évidente, c'est la peine de mort. Il est fusillé tout de suite après sa condamnation dans les fossés de Vincennes. Votre silence marque que vous trouvez que ça va quand même un peu vite. C'est une justice expéditive alors que nous sommes revenus dans l'état de droit. C'est plus le gouvernement révolutionnaire, ce n'est plus la terreur. Il n'y a pas de justification à faire exécuter si vite le duc d'Enghien. Et sans que Bonaparte n'ait pu, par exemple, il aimait beaucoup Corneille, Cinna. Il aurait pu faire une grâce qui aurait pu être très belle, un très bel acte. Il graciait le duc d'Enghien, ça pouvait être une main tendue aux monarchistes. Oui. Or, en le fusillant immédiatement, on fait de Bonaparte un régicide. C'est la famille des Bourbons, c'est un Bourbon. On en fait un régicide, et comme dira un ancien conventionnel, Bonaparte s'est fait de la Convention. Ceux dont avait peur, non pas Talleyrand qui n'est pas régicide, mais qui évêque apostat, ça vaut guère mieux, le Fouché qui était régicide, Cambacérès qui prétend qu'il n'est pas régicide, mais enfin bon, c'est assez ambigu son vote, mais il a toujours été ambigu. Mais enfin bon, ceux qui formaient l'entourage, Sieyès est régicide, lui, ceux qui formaient l'entourage de Bonaparte, c'est qu'ils étaient régicides d'une restauration de Louis XVIII, les condamnés impitoyablement. Et ils ont toujours eu peur, jusqu'à l'affaire du duc d'Enghien, que finalement Bonaparte se dise « Monk, on va rétablir Louis XVIII ». À partir du moment où le duc d'Enghien a été fusillé dans les fossés de Vincennes... On ne parle plus de Monk. On ne parle plus de Monk, c'est fini. Bonaparte est devenu régicide. L'arrestation de Moreau, vous disiez tout à l'heure, était impopulaire. La mort du duc d'Enghien... Est-elle populaire? Pas du tout. Elle est ni populaire ni impopulaire. Personne ne connaissait le duc d'Enghien parce qu'on ne savait pas très bien qui il était. Mais c'est très impopulaire. En revanche, dans l'entourage de Louis XVIII, c'est très impopulaire dans les cours d'Europe, et notamment à la cour de Russie, où le tsar Alexandre Ier va condamner formellement l'exécution du duc d'Enghien. Et Bonaparte pourra lui répliquer « Moi, certes, j'ai fait fusiller le duc d'Enghien, mais j'ai pas fait étrangler mon père. » Allusion à Paul Ier, étranglé avec la complicité de son fils. Alors, n'est-ce pas à ce moment-là qu'il apparaît au-dessus des autres, finalement, Napoléon? Ah ben maintenant, là, on sait qu'il n'y a plus d'ambiguïté. On sait qu'il n'y a plus de possibilité de rétablir Louis XVIII sur le trône. Par conséquent, c'est une guerre à mort avec les monarchistes, mais les monarchistes ont été décimés. Les réseaux chouans ont été anéantis. Donc, et en même temps, ça annihile en partie l'opposition jacobine. Bref, il n'y a plus d'opposition en France. Il écrira plus tard à Sainte-Hélène « Je n'ai jamais été mon maître, j'ai toujours été gouverné par les circonstances ». C'est pas un peu... j'allais dire une humilité mal placée c'est-à-dire c'est du pragmatisme. Oui. Mais là, effectivement, est-il voulu lui-même l'exécution du duc d'Enghien? On ne sait pas. Avec une très grande élégance, il l'assumera dans le mémorial de Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, il déclare « J'assume, mais
Il semble qu'on lui ait pas mal forcé la main. Talleyrand, Fouché, Savary, c'est lui qui précipite le mouvement, Réal, qui, alors qu'il devait interroger le prévenu d'Or, Réal qui fut de la commune hébertiste. Donc c'est tout un personnel révolutionnaire qui ne souhaitait pas trop voir revenir Louis XVIII. Alors nous arrivons au 18 mai, la constitution de l'an 12, celle qui proclame l'Empire. Et qui, et plus exactement, déclare le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Le gouvernement de la République. Donc, vous avez un empereur, et un empereur héréditaire, désormais, c'est-à-dire que Bonaparte, devenu Napoléon Ier, peut choisir, son successeur, c'est son fils, s'il en a un, mais il peut, s'il n'a pas de fils, choisir dans les autres branches de la famille Bonaparte, où il a encore la possibilité d'adopter un enfant. Donc, désormais, l'hérédité est de retour, c'est-à-dire qu'on en est revenu à 1789, mais ce n'est pas un roi, c'est un empereur. Pourquoi ce n'est pas un roi? Parce que ça aurait choqué. N'oubliez pas quand même que il y a un peu plus de 10 ans, en janvier 1793, le 21 janvier, que Louis XVI avait été guillotiné. Donc c'était allé un peu vite en besogne que de parler de roi. De surcroît, l'avantage de l'empereur, c'est que cela met Napoléon Ier sur le même plan que le tsar Alexandre Ier, qui est empereur, et que François II, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est donc sur le même plan. Et en même temps, ça renvoie à Charlemagne. C'est loin, Charlemagne. Personne n'a jamais vu Charlemagne, personne ne situe bien Charlemagne. On l'a toujours représenté comme barbu, il semble qu'il soit imberbe. Bref, on ne sait pas trop. Donc c'est une référence sans grand danger. Les Carolingiens, c'est mieux, c'est plus loin que les Capétiens. Par conséquent, Napoléon Ier devient empereur des Français. Pas de France, des Français, comme Louis XVI était roi des Français. Dans votre biographie parue aux éditions Fayard il y a plusieurs années déjà, vous intitulez votre chapitre un Washington couronné. Oui, alors, il faut bien prendre garde à cette chose, c'est que le calendrier révolutionnaire reste en place, que la République reste en place. La République française est confiée à un empereur des Français. C'est-à-dire que vous avez un régime de dictature, de salut public, mais héréditaire. C'est la variante. Qu'est-ce qui se passait à Rome? Quand il y avait un grand danger, les autorités abandonnaient tout leur pouvoir à un dictateur, ainsi Cincinnatus. Bon, Cincinnatus, on va le chercher à sa charrue, on lui dit Cincinnatus, la République est en danger, il arrive, il sauve la République, et il s'en va. Il retourne à sa charrue. Il est évident que Bonaparte n'avait pas l'intention de retourner à sa charrue. Donc, et puis les circonstances sont telles, on se devine qu'il y a la guerre, il y a toujours des dangers, donc on fait de Bonaparte un dictateur de salut public, confirmé par un référendum. Et vous allez me dire plébiscite, car on fait voter l'opinion, fait voter les Français, c'est au suffrage universel, hein, le référendum. C'est pas au suffrage censitaire. On les fait voter pour savoir s'ils acceptent que Napoléon Ier devienne empereur des Français. Et il y a une très large approbation, 3 572 329 oui, contre 2 509 non. Et alors que nous savons que le premier référendum, celui sur la Constitution de l'an 8, avait été truqué, c'est-à-dire qu'il y avait une majorité en faveur, mais on avait arrondi les chiffres parce qu'il y avait eu beaucoup d'abstention pour que ça donne une impression. On poser l'idée. Oui, le danger d'un référendum, c'est toujours l'abstention. Là, il n'y a pas eu de manipulation des chiffres, c'est bien 3 500 000 Français qui donnent approbation à cet empereur des Français. Vous voyez la nuance avec la monarchie. Le roi, il n'y a pas de référendum.
Le roi, il est roi parce qu'il est le fils d'eux. Tandis que là, Napoléon, il se proclame Napoléon Ier, il est consacré par le référendum. Il reste donc dictateur de salut public, simplement, maintenant, il est à vie et il est héréditaire. C'est-à-dire que si, car c'était le grand danger, et Pitt s'en moquait, si Bonaparte est assassiné, car ça fait quand même plusieurs complots. Nous avons évoqué l'explosion de la machine infernale, la conspiration des poignards, la grande conjuration Cadoudal, Moreau-Pichegru, où Cadoudal envisageait de faire assassiner Napoléon sur la route de Malmaison. Donc, si Napoléon est assassiné, on est tranquille, c'est un régime héréditaire. Il y aura donc un continuateur. Et on sait que par conséquent, même si Napoléon est assassiné, il n'y aura pas besoin de rétablir Louis XVIII. Je vais peut-être faire une comparaison hasardeuse. Vous parliez d'élection et de mémoire. Hugues Capet a été élu par les nobles. Oui. Hugues Capet était le plus capable, Napoléon à cette époque si vous avez parfaitement raison de faire le parallèle, simplement Hugues Capet a été choisi par une assemblée de nobles. Là, c'est un référendum au suffrage universel. Et si on fait appel à Bonaparte comme empereur, c'est parce qu'il est le plus capable, mais c'est aussi parce que maintenant, on sait qu'on a un dictateur, mais qui en réalité est en même temps un souverain, donc il n'y aura pas de vide du pouvoir exécutif. Voyez, dans un premier temps, on avait peur qu'il rétablisse Louis XVIII. Dans un deuxième temps, on craignait que s'il était assassiné, les monarchistes s'emparent du pouvoir. Et maintenant, on ne risque plus rien. On ne craint plus rien. Fouché et Talleyrand peuvent dormir sur leurs deux oreilles. On ne craint plus rien. C'est un pouvoir stable. N'oubliez pas que la Révolution française, ayant détruit le monarque absolu, on a vu tous les régimes défiler. La monarchie constitutionnelle, l'anarchie, le gouvernement révolutionnaire, la République avec la Constitution de 1795. Bref, on a navigué à travers... Maintenant, ça y est, vous avez un empire, vous avez un régime stable. Pourquoi précisément, Jean Tullard, le sacre? Alors, nous en arrivons effectivement à ce qu'est le sacre. Le sacre, Fouché et Talleyrand s'en moquent, mais il est bien évident que Napoléon n'est pas, malgré tout, un souverain comme les autres souverains d'Europe, puisque lui, il est par référendum et par la violence sortir d'une révolution. Donc, il faut qu'il y ait une consécration et une consécration religieuse. Donc, on va aboutir au sacre. Je vous rappelle que le sacre n'a pas suscité, au Conseil d'État notamment, un très grand enthousiasme. Les conseillers d'État ont discuté beaucoup. Alors où est-ce qu'on allait sacrer Napoléon? On aurait pu penser à Reims, mais alors c'était trop le parallèle avec les autres souverains. Et donc, on a pensé à Aix, comme Charlemagne, et finalement, parce que Aix était sous domination française, il n'y avait pas de problème, Aix-la-Chapelle. Et finalement, on s'est rallié à Paris. Et en même temps, au fond, Talleyrand, Fouché, qui sont les représentants, si vous voulez, de ces nantis, ne sont pas mécontents que Napoléon soit sacré, car, je vous rappelle, que Louis XVIII ne l'est pas. Le roi qui se prétend le légitime, Louis XVIII, n'a jamais été sacré. C'est à la mort de Louis XVII qu'on a annoncé qu'il s'est lui-même proclamé Louis XVIII, avec la proclamation de Vérone, mais il n'a jamais été sacré. Si le plus haut dignitaire de l'Église, le pape, vient à Paris sacrer Napoléon, vous voyez la différence. C'est-à-dire que vous voyez comment progressivement on pousse Louis XVIII vers la sortie depuis que nous sommes partis. Pas de général Moncle le remettant sur le trône, pas de vide du pouvoir lui permettant de se glisser par cet interstice. Et maintenant, voilà que le souverain français est plus, puisqu'il est sacré, lui, il est plus que Louis XVIII.
Voyez donc l'importance du sacre. C'est considérable, ça change toutes les données. C'est un pouvoir maintenant solidement établi, c'est un pouvoir que reconnaît le pape, la plus haute autorité religieuse. Alors il faut faire venir le pape à Paris, on va le faire venir parce que le pape a l'intention de reprendre la partie du concordat qui n'avait pas été négociée avec lui, les articles organiques qui sont le triomphe du gallicanisme, qui mettent entièrement l'Église de France sous la tutelle de Bonaparte. Donc le pape espère venir, et on fait venir le pape. Inutile de vous dire que la bénédiction du pape, Bonaparte n'y attache aucune importance sur le plan religieux. Il est tout à fait athée, simplement il utilise la religion comme un levier de pouvoir. Comme le fera plus tard Napoléon III. Oui, mais bon, c'est pas, il se dit pas, oh, le pape vient, il va me bénir, oh là là, maintenant il n'y croit absolument pas. Il n'est pas dupe du sacre, pas plus que le sont les gens de son entourage, Fouché et Talleyrand. Ah! Joséphine. Car, voilà que le pape arrive, Joséphine va le voir, lui baise l'anneau et lui dit « Mais il y a quand même un problème. On va faire une cérémonie religieuse où je suis associé. » Mais il n'était pas marié religieusement, c'est ça ? Il n'était pas marié religieusement. Ah, c'est le pape. Alors là ce n'est pas possible. C'est pas possible. Certes, il y a déjà Talleyrand, évêque apostat et remarié, mais enfin avec le concordat, on a arrangé l'affaire Talleyrand. C'était pire, Talleyrand. Enfin là, on ne peut pas véritablement avoir ce couple qui n'est pas marié religieusement et que le pape, couronne ou qui va se couronner lui-même. Bon, donc, il y a ce problème. Vous voyez qu'il y a, le sacre est une merveilleuse comédie. Ce n'est pas une cérémonie émouvante. Il n'y a rien d'émouvant dans le sacre. C'est une comédie, mais une comédie vraiment pleine de rebondissements. Il n'y a pas un élan romantique, finalement. Absolument rien. Il n'y a rien dans le sacre, sauf le pape et le peuple de Paris, la province, partout où le pape passe, dans cette France que l'on croyait déchristianisée, et où, je vous rappelle, son prédécesseur était mort en captivité à Valence. Le pape suscite un élan extraordinaire, et ça, tous les témoignages le confirment, qu'il soit français ou qu'il soit de l'entourage du pape qui suit le pape, il y a véritablement pour le pape un engouement, un prestige, qui peut s'expliquer par de nombreuses raisons, et c'est la première fois qu'un pape se déplace officiellement en France depuis... Et par conséquent, il y a un engouement extraordinaire. Ça, c'est l'émotion. Les gens tombent à genoux devant le pape. Mais hormis cela, la cérémonie elle-même, dans Notre-Dame, le 2 décembre, où il faisait un froid épouvantable, c'est très difficile de chauffer Notre-Dame, et tous ces dignitaires sont là. Imaginez Talleyrand, Fouché, assistant à cette cérémonie. Les 18 maréchaux qui ont été nommés cette année. Oui, et qui sont là aussi, tous ces dignitaires empanachés, qui tous sont issus de la Révolution, qui ont été plus ou moins trempés dans la terreur et dans la politique de déchristianisation, et qui assistent à cette cérémonie glaciale où vous pourriez penser que pourquoi il n'y a pas de romantisme? Pourquoi il n'y a pas de piété? Pourquoi il n'y a rien? C'est qu'à peine le pape a-t-il fini la cérémonie qu'on le pousse vers la sacristie. Il sort, mais la cérémonie continue. La cérémonie continue, et c'est là la véritable cérémonie. Le sacre, c'est quoi le sacre? C'est le serment que prête Napoléon Ier de défendre l'intégrité du territoire de la République et de défendre les conquêtes de la Révolution, l'égalité des droits et l'irrévocabilité
de la vente des biens nationaux. C'est-à-dire dans cette cérémonie religieuse, vous voyez réapparaître tous les intérêts matériels, tout ce qui a fait la destruction de la féodalité, tout ce qui a fait la conquête de la Révolution. C'est-à-dire que, bon, d'accord, c'est vrai, ils prêtent serment sur l'Évangile, mais enfin bon, parce que ça fait bien, mais tout ce qui s'est passé avant, les anneaux, les instruments du sacre, tout ça, certes, ça a été étudié, pesé, on a beaucoup discuté de la cérémonie. On a d'ailleurs le projet, les minutes avec les projets, puis annotés par le pape, les discussions, certes, bon, mais tout ça, pour des gens qui sont au mieux agnostiques, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est maintenant ce serment qui signifie que Napoléon reste un dictateur de salut public chargé d'être le rempart des conquêtes de la Révolution. Et donc, tant que Napoléon sera le rempart des conquêtes de la Révolution, il n'y aura absolument pas de problème pour lui. À partir du moment où la défaite des As de Russie, puis des As d'Allemagne, puis campagne de France, font qu'il n'est plus un rempart pour les révolutionnaires nantis, et que Louis XVIII, abandonnant la déclaration de Vérone, où il promettait des fers, des bourreaux, des supplices déjà, pour les révolutionnaires, où il annonçait le retour de la féodalité, cette féodalité, ces droits féodaux qui pesaient sur les paysans et que la Révolution a aboli, il annonçait qu'on allait revenir sur les biens nationaux. Bon, à partir du moment où il dit, bon, tout ça, oubliez, je reviens dans un esprit de pardon et on ne parlera plus de tout ce qui fâche. À ce moment-là, Louis XVIII, que ce soit Louis XVIII ou Napoléon, peu importe. Vous avez vu apparaître avec la Révolution une caste bourgeoise, la bourgeoisie, qui n'est pas la bourgeoisie, pas beaucoup, la bourgeoisie d'Ancien Régime. La bourgeoisie d'Ancien Régime a été ruinée par l'effondrement du commerce colonial, elle a été ruinée parce qu'elle avait prêté à l'État, tous les crétins qui avaient prêté, qui étaient des rentiers de l'État, qui avaient prêté à l'État, la banqueroute des 2/3 sur le territoire les a liquidés. Tout cela ont été ruinés, en mal fini. C'est une nouvelle bourgeoisie conquérante. Il y avait un très joli livre de Charles Morazet, Les bourgeois conquérants. C'est une nouvelle bourgeoisie qui s'installe et dont Napoléon n'est que le rempart, le prête-nom. Et voyez, si vous regardez le sacre sous cet angle, si vous le regardez en fonction du serment final, vous apercevez que Napoléon, finalement, il est une marionnette aux mains d'une classe nouvelle, de nouveaux riches, de possédants, qui s'en débarrassera ensuite. Je pense qu'on se doit d'évoquer finalement l'aspect culturel de la chose avec ce fameux tableau de David qui montre ce sacre. Laetitia n'était pas là alors qu'elle est montrée clairement sur le tableau. Oui. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Eh bien, ce sacre, c'est David qui a essayé de le peindre. Il avait reçu une commande. Il n'arrivait pas à présenter Napoléon, se couronnant lui-même. On a toutes les esquisses, et effectivement, ce geste de Napoléon s'enfonçant la couronne, c'est un geste ridicule, on n'arrivait pas. Alors, Joséphine, qui sentait que son pouvoir commençait, parce que maintenant que c'est héréditaire, car je vous rappelle, c'est un empire héréditaire, où Joséphine prétend que Napoléon ne peut pas avoir d'enfant. Donc, c'est le comble Et donc, Joséphine qui sentait, parce Napoléon croit qu'il ne pourra pas avoir d'enfant, c'est pour ça qu'il pense à une adoption, mais Joséphine, elle sait que c'est à cause d'elle, de cette vie qu'elle a menée, notamment plusieurs avortements et autres. C'est donc elle besoin d'être légitimée et qui suggère à David le fameux tableau du sacre où l'on voit Napoléon couronnant Joséphine, donc lui donnant la même légitimité qu'à lui. Elle est désormais associée. Et alors le tableau au Louvre s'appelle le sacre de Napoléon. Donc pour nos touristes japonais qui viennent à Paris et qui ne sont pas obligatoirement connaisseurs de notre histoire de France, ils se disent, tiens, il y a un type vêtu d'une grande robe qui couronne Napoléon, et Napoléon, c'est une femme. La comédie du sacre est contenue finalement dans ce tableau faux
puisqu'il n'y avait pas Madame Maire, et on va couronner une dame. Jean Tullard, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc de Canal Académie.